La notion de la vérité dans les sciences biomédicales, donc vraiment je me centre sur cet aspect-là parce que je suis spécialiste dans ce domaine-là et donc je vais graviter autour de ça. Et donc je vais essayer de vous convaincre pourquoi c'est important et pourquoi nous devons la défendre. Donc voilà, donc disons ce que je vais vous un peu expliquer, c'est d'abord la définition de la vérité. Ensuite, il y a des problèmes aussi donc avec la vérité et ses critiques. Ensuite, je vais aborder aussi des stratégies et des méthodes pour découvrir la vérité, donc en biomédecine surtout, théorie causale, et ensuite la vérité, ce que j'appelle la vérité solidifiée dans les sciences, et puis étude des cas. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc ça, cette première partie est plutôt la vérité factuelle, qui est orientée sur la vérité factuelle, et l'autre partie, c'est plutôt la vérité sociétale, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la société et qui influence finalement la recherche biomédicale et la science. Voilà. Donc, si on regarde un peu ce que c'est la vérité, donc on peut prendre par exemple ici un dictionnaire, et ça peut être l'ensemble des choses réelles, des événements et des faits, la réalité fondamentale et spirituelle transcendante, pour certaines, c'est ça aussi une vérité, un jugement, une proposition, une idée qui est vraie ou acceptée comme vraie, un corps des affirmations et des propositions vraies, mais ça, c'est pas une vraie définition parce que le vrai se justifie pas avec le vrai. Hein. Mais bon, c'est sorti quand même, c'est sorti au niveau dictionnaire. La propriété en tant qu'énoncé, d'être en accord avec le fait, une réalité. Fidélité à donc un original ou à une norme, ou sincérité dans l'action et le caractère donc des énoncés, donc en vérité, finalement, conformément aux faits. Mais finalement, on voit très bien que ces notions de vérité sont finalement à classifier en deux types. Et c'est ce que a formulé donc essentiellement David Hume. Il y a donc ce qui dit « what it is », c'est-à-dire ce qu'il est. Donc c'est plutôt la vérité factuelle. Et ensuite, il y a la vérité métaphorique, prescriptive, éthique, qui est plus sociétale, comme je disais, et c'est ce qui doit être. Et donc, j'appelle la première vérité 1.0 et la deuxième, j'appelle vérité 2.0. Voilà. Donc, on commence avec la vérité 1.0 et ensuite on va aller sur la vérité 2.0. La vérité 1.0, donc il faut réfléchir. La vérité, est-ce que c'est une certitude ou pas? Est-ce que c'est un savoir transitoire, provisionnel, qui peut être mis chaque fois à l'épreuve, qui n'est jamais stable? Ou est-ce qu'il y a aussi dans la notion de vérité une certaine solidification, c'est-à-dire est-ce que la vérité peut devenir aussi, dans certains cas, une vérité solide? Et aussi, il y a un aspect que la vérité, au cours des recherches, peut fluctuer, d'accord? Donc vous pouvez avoir des points où vous êtes plutôt dans une certitude, et ensuite, donc on met en question ces certitudes-là, et ça devient instable, etc. Et puis il y a un autre tour qui va être entamé ensuite. Après, évidemment, chacun d'entre nous a des biais. On le sait, on a des biais essentiellement préconceptuels. C'est des scientifiques qui ont trouvé ça, psychologues. C'est Amos Tversky et Dane Kahneman qui ont défini ça. C'est d'ailleurs un bouquin très très intéressant qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Okay? Donc rapide, la pensée rapide et lente. Et donc dans la pensée rapide, vous avez aussi des biais. Évidemment, la pensée rapide,
elle est importante parce qu'elle est, elle est très rapide, elle est instinctive. Par exemple, quand je regarde un visage, je peux dire immédiatement est-ce que cette personne est heureuse ou pas, ou est-ce qu'elle a des soucis, etc. C'est-à-dire des signaux qui viennent directement, sans réflexion réelle derrière, c'est-à-dire parce que la pensée lente, c'est la réflexion, donc c'est plus lent, c'est-à-dire il faut mettre à l'épreuve, il faut regarder, sortir les critères, ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est ça, et donc cette pensée rapide, elle peut entraîner aussi des problèmes de biais, parce que par exemple, je fais une expérimentation ou autre chose et je souhaite avoir le résultat. Donc je veux confirmer mon hypothèse avec donc une expérience. Donc cette expérience, je la choisis exactement pour confirmer mon hypothèse. Et donc, je vais être dans le faux. Et je vais vous expliquer ça un peu plus loin parce que c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant. Donc voilà. Ensuite, il y a ce que je disais déjà, le relativisme scientifique et le problème de la vérité qui est donc appendu au relativisme scientifique. Bon, le relativisme scientifique en science, c'est surtout les anthropologues qui l'ont vraiment bien poussé. Il y a un anthropologue très connu dans le passé qui était Franz Boas. Et Franz Boas était vraiment très relativiste parce que chaque culture, finalement, avait sa propre vérité, est indépendante. Il n'a pas vraiment des critères, je dirais, absolus ou de critères stricts pour décider qu'une vérité est meilleure qu'une autre. Et donc, évidemment, le relativisme a plein d'aspects. Ça peut être un relativisme culturel, ça peut être un relativisme à l'éthique, c'est-à-dire du vrai, du faux, etc. Il y a des spécialistes du relativisme, il y a même des gens qui ont eu des projets européens sur ça. Je connais un qui a eu un gros projet européen sur le relativisme et avec lequel j'ai parlé donc online sur Zoom. Disons, je ne partage pas son point de vue, mais c'est son droit. Voilà. OK. Donc, voilà. Et après, l'autre aspect, c'est la vérité-causalité. Parce que les deux, pour moi, sont extrêmement liés. La causalité, c'est finalement une façon à établir la vérité. Et vous allez voir que cette causalité, c'est une notion très importante et qui, surtout avec intelligence artificielle maintenant, a connu réellement une révolution. Voilà. Critique de la notion de la vérité, évidemment, il y a un certain nombre d'intellectuels étrangers, français aussi, et d'autres, et anglais. Il y a par exemple Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui était quand même assez critique. Donc, c'est une phrase de Nietzsche, la vérité est une sorte d'erreur sans laquelle une certaine espèce ne pourrait pas vivre. Donc, il pense que c'est une erreur, mais finalement une erreur indispensable pour la vie. Mais je dirais, le problème, c'est que la vérité factuelle, pour lui, compte pas dans ce sens. C'est-à-dire, c'est une vérité instrumentale, c'est-à-dire essentiellement utilitaire, d'accord ? Donc un but quelconque pour que une société fonctionne, etc. Après, il y a Paul Feyerabend, qui est un philosophe donc autrichien, qui ensuite est allé aux États-Unis, qui a enseigné là-bas, et c'est quelqu'un qui a quand même, donc pour lui, évidemment, il a des phases, il a différentes phases. Il a critiqué surtout les philosophies qui voulaient établir une frontière stricte entre le savoir et le non-savoir. Il y a par exemple les philosophes du cercle de Vienne qui voulaient faire ça. Il y a aussi des gens comme
comment il s'appelle, Popper, qui lui a aussi fait ça, mais il avait des critères plutôt qui n'étaient pas des critères inductifs. Donc il voulait réellement dire, finalement, ça ne sert à rien établir des critères formels pour voir ce que c'est la science et comment la science, elle fonctionne. Mais c'est chacun, il peut faire ce qu'il veut. Mais lui est allé à l'extrême. Il a dit, finalement, anything goes. C'est-à-dire, tout peut être bon à la fin. Et donc, évidemment, quand on dit tout être bon, astrologie aussi peut être bon. Et donc, ça peut avoir une valeur identique. Donc, ils tendent vers le relativisme. Kuhn, aussi important, parce que Kuhn, c'est-à-dire, c'est pas très clair s'il est relativiste ou pas, Kuhn. C'est pas très clair, parce que lui, il a établi la science qui est normale. Après la science normale qui va évoluer, il y a des crises qui vont arriver. Et donc cette science normale qui évolue à un certain niveau les théories vont être mises en question. Et donc après il y a la crise, il y a une révolution scientifique, et ensuite il y a d'autres concepts qui vont être établis, et la science normale va reprendre, donc à un autre niveau, et ensuite encore, après il y a une crise, etc. Mais lui, ce qu'il dit finalement, et c'est ce qui sort quand on le lit et quand on regarde un petit peu plus spécifiquement, on peut l'interpréter comme relativiste, parce que pour lui, la science n'est pas une accumulation. Donc ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme ça, etc. Et puis après, il y a un autre niveau, etc. Mais les niveaux, de temps en temps, quand on l'interprète d'une façon dure, les niveaux sont finalement égaux. Donc on ne peut pas dire que nous qui savons maintenant plus, par exemple, comment une cellule fonctionne, que finalement c'est plus correct que la théorie protoplasmique de Flügger qui était faite dans le 19e siècle, parce qu'on n'avait absolument pas la notion de la cellule. On ne savait pas, on croyait qu'il y avait des espèces de noyaux qui flottaient autour et qu'il n'y avait pas de membrane ni rien. La notion de la cellule était formulée relativement tard. Okay, donc, le problème, c'est que, évidemment, si on dit que ça c'est équivalent, etc., voilà, ça pose un problème. En tout cas, ça pose un problème pour moi. Après, il y a les philosophes postmodernes, Foucault, Lyotard, Derrida, ainsi de suite, qui réellement ont critiqué la notion de la vérité, parce que la vérité, finalement, était donc une sorte de, comment on dit, une sorte d'effet secondaire du pouvoir. C'est-à-dire, ce qui compte finalement, c'est établir son pouvoir, et finalement la société fonctionne pour établir, donc pour un groupe, donc par rapport à un autre, finalement, que ce groupe-là, il s'établit, il domine, et que la vérité, finalement, ne sert strictement à rien. Donc il faut, donc là, ces philosophes postmodernes aussi sont vraiment importants dans cet égard-là. Et après, il y a les sociologues de sciences, Mackenzie Bloor, et aussi certains philosophes féministes qui sont très critiques par rapport à la vérité. Par exemple, Bloor, qui est à Édimbourg, c'est un sociologue de sciences, et réellement pour lui la vérité c'est rien du tout. Il n'y a que des forces sociales qui interagissent, etc. Donc voilà. Donc ça c'est les critiques, et vous voyez ces individus là qui sont en bas, à la fois Nietzsche, Feyerabend, Kuhn, Foucault et Lyotard. Voilà.
donc de gauche à droite. Les stratégies, pour moi en tout cas, pour découvrir la vérité, ça peut être de deux façons. Premièrement, on peut formuler une hypothèse, et ensuite on regarde cette hypothèse-là, si elle est valide, et on fait les expérimentations, pour valider cette hypothèse. Voilà. C'est plutôt la méthode déductive. Après, il y a l'autre, c'est les données d'abord. Donc, c'est plutôt inductif dans ce cadre-là. Et donc, avec ces données d'abord, on essaye de voir s'il y a des régularités ou irrégularités. Et on peut ensuite formuler une hypothèse. Donc, voilà. Donc, il y a deux... Donc, dans Nature 2010, il y avait deux points de vue. Donc, il y avait le point de vue de Robert Weinberg, qui est un chercheur, qui travaille sur le cancer essentiellement, et l'autre, Todd Golub, qui est plutôt dans les approches de biologie du système et puis large avec les données. Donc, pour Weinberg, lui a pensé, en tout cas à cette époque-là, que les approches qui regardent uniquement les données, donc les grandes données, ça prend énormément d'argent, vraiment énormément d'argent, et finalement, ça n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire la science, jusqu'au moment des big data, pour lui, a fonctionné, comme surtout en biomédecine. Il y a plein de choses qui ont été identifiées grâce à la biologie cellulaire, biomoléculaire, etc., qui sont des choses solides, par exemple le système sanguin, la façon de laquelle le sang est formé, le sang coagule, etc. Tous ces facteurs ont été identifiés avec une approche classique, c'est-à-dire une approche plutôt donc par des hypothèses. Ensuite, bon, effectivement, Golub, il a quand même un point, important, c'est-à-dire on peut quand même, avec des big data, on peut quand même vraiment identifier des régularités, des irrégularités et formuler ensuite à partir de ça des hypothèses. Donc voilà les deux. Et donc sur le premier, si on regarde sur les données, donc par exemple on fait des méthodes expérimentales qui fournissent des données, donc on fait un séquençage ADN, ARN, les données imagerie, etc. Donc on peut faire plein de choses sur des centaines de malades, des milliers de malades si on veut. Et ensuite on scanne ces choses-là s'il y a des régularités ou des irrégularités. Et ensuite, on peut établir les hypothèses. L'autre axe, c'est juste une hypothèse est formulée, les expériences sont conçues pour tester ces hypothèses, ils sont acceptés ou rejetés, et une autre hypothèse est formulée, ainsi de suite. Mais en fin de compte, on peut dire aussi, quand on est axé sur l'hypothèse, le scientifique, il va formuler son hypothèse, mais il va formuler son hypothèse grâce au savoir qu'il a lui-même acquis ou qu'il a lu dans les journaux, à des conférences, etc. Et donc, c'est des données externes qui lui reviennent aussi, hein, dans un certain sens. À partir de ces données-là, il va formuler une hypothèse de travail. Donc les deux sont, en fin du compte, liés. Hein. Les deux sont intimement liés et on peut premièrement jamais échapper à une sorte d'hypothèse, ça c'est clair. Mais aussi, les données sont importantes, soit dans la version classique, ces données sont relativement restreints, sont plus restreints, mais dans la version Big Data, il y a tout, quoi.
Il y a tout qui vient, qui est donné et qui doit être analysé, et surtout grâce maintenant à l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc voilà. Des méthodes pour arriver à la vérité dans les sciences biomédicales, donc je les appelle ici SBM. Il y a d'abord l'inférence causale, la statistique bayésienne, il y a une approche qui s'appelle Error Statistical Approach, je ne sais pas comment on le dit en français, donc je l'ai marqué ici en anglais. Après, il y a l'inférence à la meilleure explication, et finalement le réseau nomologique d'évidence cumulative. Donc je vais vous illustrer un petit peu ces 3 points brièvement. Inférence causale. Donc l'inférence causale, c'est une observation qui est faite dans un dispositif expérimental, et c'est John Stuart Mill, philosophe du 19e anglais, qui a formulé cela d'une façon relativement claire. Il dit, si à un moment un événement a lieu et à un autre moment il n'a pas lieu, et que toutes les conditions sont en commun, sauf une qui n'existe que dans le premier événement, la condition qui est différente entre ces 2 événements est la cause ou une partie indispensable de la cause du phénomène observé. D'accord ? Donc vous avez 2 groupes, par exemple. Vous avez, dans le premier groupe, donc tout est identique. Donc vous avez x1, x2, x3 et x4. Et dans le deuxième groupe, vous avez x1, mais vous avez y1, x, etc. Donc il y en a une, il y a une variable qui change. Et donc à ce moment-là, si dans un dispositif expérimental, on peut comparer ces 2 groupes, à ce moment-là, on peut dire que la différence entre ces 2 groupes est liée à ce facteur-là qui se trouve uniquement dans un groupe et pas dans l'autre. Mais il faut être sûr de ça, parce qu'il y a quand même des problèmes, et on doit renforcer ça par des critères additionnels. Donc les 2 situations qui sont comparées doivent être homogènes. Donc ça c'est important, parce que s'ils ne sont pas homogènes, si tout est hétérogène, si vous comparez des pommes aux oranges, ça ne va pas du tout. Donc il faut que ce soit aussi des pommes 2 fois, mais juste avec une petite altération sur une des pommes. Après, les agents et les mécanismes sous-jacents causaux sont, donc de la réponse induite, doivent être présents uniquement dans une des situations et absents dans l'autre. Donc ça, c'est requis absolument. Et d'autres facteurs qui pourraient en théorie être impliqués ne doivent pas être présents au moment de l'expérience. Donc il faut réellement que... Donc on a souvent une approche réductionniste, c'est-à-dire on réduit le nombre de facteurs sur une quantité plus petite qu'on peut investiguer et tester. Évidemment, ça a des inconvénients, parce que les autres facteurs, à ce moment-là, on les élimine et on ne sait pas trop si ces autres facteurs interviennent. Mais il y a des tests pour faire tout ça, parce qu'il y a des facteurs qui sont secondaires plutôt, et des facteurs primaires. Et donc, il faut savoir lesquels sont les facteurs qui prédominent et qui sont essentiels. Voilà. Et puis, cette inférence causale est un moteur, donc c'est vraiment important, donc en biologie, en expérimentation, et puis en médecine. C'est vraiment très important. Et ça établit un lien causal entre une altération moléculaire et phénotype observé. Donc on peut, par exemple, vous avez une cellule qui a une protéine,
on peut dire par exemple un récepteur pour un facteur de croissance. Et dans ce récepteur-là, il y a une altération dans un type de cellule. Et si on compare ça au récepteur qui n'est pas muté, donc qui n'est pas altéré au niveau de la séquence, parce que la séquence, donc quand vous avez un récepteur, c'est une séquence protéique, il y a des acides aminés, si vous voulez, qui s'enchaînent et qui sont ancrés dans une membrane cellulaire. Et donc, si on compare ces deux-là, la cellule ne répond pas du tout de la même façon quand la mutation est présente, donc que cet acide aminé ou ces acides aminés, ça peut être aussi plusieurs, sont changés par rapport au contrôle. Ça a une conséquence aussi donc en génétique humaine. Par exemple, les récepteurs, donc des FGF, surtout FGF récepteur 3, peut y avoir des mutations dans des maladies humaines qui sont par exemple des maladies osseuses. Il y a des syndromes par exemple de Cruzon et d'autres syndromes donc dans lesquels il y a un défaut au niveau de la fermeture des sutures au niveau du crâne. Il y a aussi d'autres effets au niveau des extrémités, avec des extrémités extrêmement courtes, avec une ossification trop tôt, etc. etc. Mais donc vous voyez que ça a quand même vraiment une importance. Maintenant, approche bayésienne. Donc l'approche bayésienne, c'est une probabilité donc, à un événement par rapport à une autre condition. C'est-à-dire là, on estime une probabilité, c'est-à-dire le scientifique estime une probabilité a priori d'un certain événement. Et cette probabilité doit être associée qui est associée à une condition, doit être multipliée à la probabilité de l'événement qui lui est associé produire est divisé par la probabilité que l'événement se produit lui-même. Donc c'est écrit avec cette formule. Donc si ces deux-là sont associés, effectivement, si B et A sont associés, à ce moment-là, il faut que donc cette probabilité existe uniquement quand la probabilité que l'événement se produit seul. Donc, quand on divise cela par cet événement, par la probabilité que l'événement se produit seul. Et ça, c'est vraiment très important maintenant en recherche, surtout pour les big data aussi, séquençage, sur du RNA sequencing, donc c'est séquençage d'ARN, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une approche extrêmement importante, approche bayésienne. Après, il y a la méthode erreur statistique. Donc là, on interroge des hypothèses et on fait passer un test qui est évalué avec une probabilité. Et donc cette probabilité, c'est par rapport à l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle dit que cet événement, donc cette hypothèse, a une faible chance d'être vraie. Donc si la probabilité de l'hypothèse nulle est élevée, à ce moment-là, l'observation qu'on fait n'est pas due au lien causal qu'on incrimine. Mais là-dedans, il y a deux types d'erreurs qui peuvent arriver. Et ça, c'est vraiment important. On peut rejeter cette hypothèse nulle. Et quand on rejette cette hypothèse nulle, ça veut dire le risque est d'accepter une hypothèse alternative qui peut être fausse.
Après, on peut avoir erreur de type 2. Donc, quand on accepte une hypothèse nulle, là, on peut éventuellement rejeter une hypothèse qui peut être valide. Donc, voilà les problèmes avec cette approche. Ensuite, il y a l'inférence à la meilleure explication, qu'on appelle IBE. Donc, cette approche-là est utile aussi en biologie et en médecine. Ce qu'on a là, c'est essentiellement, on sait que, par exemple, une protéine agit à une certaine structure. Et cette protéine va interagir, dû à cette structure-là, avec une certaine classe de récepteurs. Parce qu'on sait qu'avec ce domaine-là, il peut se fixer sur cette classe de récepteurs. Et donc, ça donne déjà une explication où ça restreint déjà les hypothèses et les expérimentations qu'on peut faire. Parce que déjà, avec les données de structure, on peut déjà estimer la façon de laquelle ça pourrait interagir. Évidemment, ça doit être après vérifié par des expériences. Donc voilà, c'est ce concept-là qui est intéressant. Et ensuite, il y a le réseau nomologique des évidences cumulatives. C'est-à-dire là, on a une hypothèse, etc., ou donc une hypothèse qui dit, qui affirme certaines choses. Et donc, on cherche une plénitude d'arguments pour soutenir cette hypothèse ou éventuellement aussi la rejeter. Parce que, disons, je ne l'ai pas montré là, mais il y a par exemple Charles Darwin a fait ça. Donc il y a Darwin que évolution, à son époque évidemment l'évolution était très critiquée, en tout cas son interprétation de l'évolution, et il a montré justement, il a fait ce réseau-là pour réellement avoir une argumentation extrêmement puissante pour réellement affirmer que cette évolution est une réalité. Voilà, donc ça c'est pratiquement comme un accusé. Donc vous avez un accusé au milieu et vous devez prouver que cet accusé est coupable. Donc c'est exactement la même chose. Donc on cherche. Donc cet accusé, il s'est promené dans cette rue-là à 11h du soir. Cet accusé-là, il y a des comment dirais-je, des gens qui l'ont vu, là, à cet endroit-là, etc. Donc, il y a aussi ces doigts, il y a ces doigts qui ont imprimé ces marques sur une porte, par exemple, etc., etc. C'est-à-dire, et puis son ADN était trouvé sur le site du crime. Donc voilà. Donc ça c'est aussi un réseau comme ça. Donc on a un accusé au centre et on a plein d'arguments pour le incriminer. Donc de ça. Ensuite, théorie causale, et c'est très important, mais je vais être extrêmement bref parce qu'il y a toute... c'est vraiment au niveau intelligence artificielle maintenant une chose assez énorme. Il y a une vraie révolution causale qui a été initiée par Judah Pearl. Judah Pearl, c'est un c'est un philosophe, mais aussi mathématicien surtout, et qui est vraiment à l'origine de cette révolution causale. Donc, lui, ce qu'il dit Judah Pearl, c'est-à-dire il y a 3 phases dans l'échelle de la causalité. Il y a la première phase, c'est tout simplement une association.
Et là, ce qu'on attaque avec cette association, c'est tout simplement l'approche qu'on appelle frequentist, c'est-à-dire la fréquence. C'est-à-dire on a un incident là, c'est très fréquent que ça vient, et donc déjà avec cette association fréquente, on a des conclusions que ça doit être associé. Donc ça, c'est des statistiques classiques. Ça vient de Pearson, ça vient de Fisher et des gens comme ça qui refusaient la causalité. C'était très clair, ils voulaient juste voir, parce que au niveau de la causalité a une certaine réputation, je dirais, infâme pendant une longue période. Et puis, à partir de l'intelligence artificielle, la causalité est revenue maintenant au premier plan. Donc il y a 3 échelles, comment je dirais. Il y a les associations, après il y a l'interventionnisme. C'est-à-dire dans cet interventionnisme, l'approche bayésienne y appartient aussi, elle fait partie de ça. Et dans cette approche-là, on a un lien entre 2 événements qu'on suppose, mais on va interférer, on va intervenir pour rompre ce lien. Et donc, si on peut rompre ce lien-là, à ce moment-là, si on peut le rompre, et le phénomène aussi ensuite est affecté, à ce moment-là, on a un argument très fort qui a un lien causal. Donc ça, c'est aussi on appelle ça interventionniste, ou le interventionnisme, qui était en philosophie surtout poussé par James Woodward, qui est là, donc il y a la photo. Et donc le troisième de cette échelle causale, c'est le contrefactuel, c'est-à-dire une théorie ou une hypothèse ou quelque chose peut être mis à l'épreuve en se plaçant donc dans un contrefait. Et à ce moment-là, c'est surtout dérivé de l'intelligence artificielle. Si vous avez ces 3 trucs, ces 3 choses, ces 3 escaliers, ou je ne sais pas comment on dit là, mais à ce moment-là, un ordinateur ou un computer, il pourrait théoriquement arriver à une réflexion, à une réponse structurée, etc., ressemblant à ce qui se passe chez l'homme. Donc je vous conseille le livre de Judah Pearl, qui est vraiment très intéressant, qui est que j'ai même, je pense, ici, je peux vous le montrer. On va essayer de voir là. Est-ce que je l'ai avec moi? Oui, je l'ai ici. Donc voilà. C'est en anglais, ça s'appelle The Book of Why. Je ne sais pas si c'est encore traduit en français, mais ça doit être traduit parce que le livre est formidable. Donc c'est écrit très facilement. C'est pour le grand public. C'est pour tout le monde. Donc c'est pas uniquement pour les spécialistes scientifiques, intelligence artificielle, etc. Mais vous allez comprendre énormément de choses. Donc Judah Pearl, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, et son fils d'ailleurs, est-ce que je ne sais pas si vous savez ça, son fils s'appelle Daniel Pearl. Et vous savez ce qui s'est passé avec Daniel Pearl? Exactement, c'est un journaliste qui est allé au Pakistan, je crois,
et qui après a été pris par les islamistes et il était décapité en public. Donc en live, ils l'ont filmé même. Et voilà, donc c'est le fils de Judah Pearl. En plus, il est juif, et donc pour les islamistes, c'est quelque chose d'important de tuer un juif. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, moi, je aussi pense qu'il y a quelque chose comme la vérité solidifiée. Et j'ai des arguments pour ça. Il y a très certainement au cours de la recherche des fluctuations et des incertitudes. Et ces fluctuations d'incertitude, après, on peut arriver à une certaine stabilité qui peut être à la fois permanente, en tout cas pour une certaine période, ou transitoire. Ensuite, on peut avoir des fluctuations et des incertitudes de nouveau. Et donc, de nouveau, une stabilité relative qui peut être permanente ou transitoire, et ainsi de suite. Donc moi, j'appelle ça la spirale. C'est une spirale qui augmente le savoir progressivement et qui tourne comme ça, et donc qui étend le savoir. Et donc, je peux vous montrer ce qu'on a déjà comme vérité solidifiée. Théorie cellulaire Schleiden-Schwann, qui va mettre en doute dans les 100 ans à venir la théorie cellulaire Schleiden-Schwann. Théorie microbienne aussi de Pasteur, qui va mettre en doute la théorie microbienne. Système de la circulation sanguine chez les vertébrés, par exemple, donc la probabilité qu'un vertébré n'a pas une circulation sanguine est, pour moi, nulle. Après, aussi oxygène et la respiration et puis l'énergétique cellulaire, c'est quand même quelque chose sur lequel énormément de gens se basent pour faire leurs recherches. Ensuite, ADN comme substance héréditée, donc c'est Watson et Crick en 1953, et le mRNA, donc le ARN messager qui est produit par la structure ADN, qui est transcrit et qui finalement est l'intermédiaire pour la synthèse protéique. Voilà, pour moi, c'est des exemples de vérité solidifiée. On appelle ça aussi en anglais, moi j'appellerais ça en anglais building blocks, c'est-à-dire des espèces de pierres angulaires qui sont extrêmement importantes pour élaborer des hypothèses et pour faire la science. Voilà. Maintenant, la science est aussi une activité sociale. Donc ça n'englobe pas uniquement un seul chercheur, mais c'est énormément de chercheurs même dans un seul domaine. Et donc il y a les critères de Merton qui sont les principes qui s'appellent CUDOS, C-U-D-O-S. Donc communalisme, c'est essentiellement la science, mais elle appartient à personne. C'est-à-dire, elle appartient à tout le monde, en fait, les découvertes. Et ça doit être ouvert et en interaction. Ensuite, il y a un universalisme. Donc, la validité de la découverte est indépendante donc des opinions, statuts sociopolitiques, etc., ethnie, race et tout ça. Donc c'est indépendant, la science va être indépendante de ses attributs et ses opinions, par exemple opinions politiques et d'autres. Ensuite, le désintéressement. Donc là, ça ne doit pas être essentiellement pour
son propre gain, okay, son propre bénéfice, mais que ça bénéficie à tout le monde, c'est-à-dire aux autres chercheurs. Donc les résultats que moi je vais avoir, je les publie, et les autres chercheurs, ils vont se baser là-dessus, et voilà. Ensuite, il y a aussi au niveau du scepticisme, qui doit être organisé, le scepticisme, et là, il faut qu'il y ait je dirais, il faut être ouvert au criticisme, donc à la critique. Il faut être ouvert à la critique. Il ne faut pas prendre la critique comme une agression de sa propre personne, mais une critique, c'est pour améliorer ce qu'on a fait. Et donc, évidemment, ces critères-là sont remplis d'une façon incomplète souvent. Donc, il faut quand même, c'est vraiment des critères, il faudrait que chaque scientifique se conforme, ou chaque personne qui travaille aussi en biomédecine, donc l'exemple c'est vraiment biomédecine ici, devrait le respecter, mais souvent c'est aussi les gens travaillent pour leur propre gain, par exemple pour leur propre réputation, des prix pour leur propre pouvoir, donc petit pouvoir même, et puis parce qu'ils doivent avancer eux-mêmes dans la recherche, dans le système de recherche, etc. Donc voilà, c'est rempli d'une façon incomplète. Maintenant, on va illustrer certaines choses donc en étudiant des cas. Il y a Semmelweis et la fièvre puerpérale. Je ne sais pas si vous avez entendu la fièvre puerpérale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Exactement, fièvre puerpérale, au niveau accouchement, des femmes qui meurent et les bébés meurent grâce à une infection. Mais c'était surtout dans les derniers siècles où c'était important, après le Covid et le cancer. Donc voilà. Donc le Ignaz Semmelweis, il est très peu connu en général, mais maintenant on en parle de plus en plus. J'avais participé à une émission France Culture sur Ignaz Semmelweis parce que j'ai lu ses œuvres et j'ai un regard sur ce qu'il a fait. Donc c'est un Hongrois et qui a étudié la médecine à Vienne. Évidemment, il a shifté, il a fait d'abord du droit. Évidemment, le droit, ça ne peut pas plaire. Et donc, il est allé à la médecine. Et il a ensuite, dans son parcours, choisi obstétrique. Et il était assistant à Vienne, et donc à l'hôpital général. Et après, il était remercié de Vienne, il est rentré en Hongrie. Et après, évidemment, il avait des conflits vraiment très importants avec les autres médecins, les autres obstétriciens, à la fois sur le plan international, parce qu'il il les a attaqués parce qu'il a prouvé avec sa méthode, que je vais vous expliquer là maintenant, que la fièvre puerpérale était due à un agent septique. Et ceci avant Louis Pasteur. Hein. Bien avant Louis Pasteur. Et donc voilà, et puis malheureusement, il est devenu fou. Et il est mort, donc en hôpital psychiatrique, après avoir été admis après 2 semaines. Et il est mort d'une infection parce qu'il s'est coupé le doigt. Il est mort finalement de la fièvre puerpérale, entre guillemets, parce que c'est le même agent septique. Donc voilà, donc lui, il est parti avec cette observation-là. Donc cette observation, c'est qu'il y avait 2 maternités qui étaient donc à proximité l'une et l'autre. C'était
un même hôpital, mais deux maternités. Il voyait que dans une maternité, l'incidence de décès était très importante. Et dans l'autre, beaucoup moins. Il voyait qu'il y avait des différences entre ces deux maternités parce que dans la maternité où il y avait donc une incidence élevée, c'était essentiellement les jeunes médecins et les internes qui examinaient les femmes qui voulaient accoucher. Et dans l'autre, c'était surtout les sages-femmes. Donc voilà. Et ça l'a fait raisonner d'une certaine manière. Donc on croit, mais bon, à l'époque, à Vienne, et puis partout, finalement en Europe, on croyait que la fièvre puerpérale était due à la fatalité, à des causes cosmiques, atmosphériques. C'était dû au miasme, c'est des espèces de vapeurs qui proviennent des corps des gens qui sont morts et décédés et qui même traversent les murs, etc. Et que c'était dû à ça. Hein. Et après aussi des facteurs psychologiques parce qu'on sait très bien que les femmes sont un peu fragiles et que les facteurs psychologiques peuvent induire aussi après ces médecins-là aussi la fièvre puerpérale. Mais il a clairement montré que, par une étude rigoureuse, qui est basée sur des tests systématiques de toutes les hypothèses. Okay. Donc il a fait la science là, dans une situation où la science n'était pas encore là où elle est, même, disons, je dirais, donc au 19e, fin du 19e. Hein, voilà. Donc ce qu'il a fait, il a publié et puis il a montré très clairement que toutes les causes, il a exclu toutes les causes alternatives, miasme et tout ça, et qu'il a trouvé c'était un agent infectieux externe et qui était transmis par les mains des médecins parce que les médecins, avant d'examiner les femmes qui accouchaient, disséquaient des cadavres. Et évidemment, ils se nettoyaient un peu, ils se lavaient avec du savon, mais ça ne suffisait pas. Donc les germes étaient sur leurs mains. Et donc, avec ça, ils examinaient les femmes. Et évidemment, il y a des périodes où il y avait 30% de femmes qui mouraient. 30% dans un hôpital, il faut imaginer. Donc, un hôpital était un lieu très dangereux à cette époque-là. Donc, première observation, donc, il y a le taux de la mortalité différent dans les deux, la maternité, ce qu'il a trouvé. Ensuite, il a regardé dans le passé des périodes où il y avait des dissections ou pas des dissections. Et il se rendait compte que des périodes où il n'y avait pas de dissections, ça chutait. Ensuite, donc c'est aussi dans la deuxième, donc en 1822, il y avait très peu de dissections et là, la mortalité avait chuté. Donc il y avait des fluctuations aussi entre-temps avec les dissections, des périodes, des mois, il y avait peu de dissections, chutaient aussi. Ensuite, quand il y avait des étudiants étrangers qui venaient, parce ils venaient souvent à Vienne, les étudiants étrangers étaient obligés de disséquer. Et ensuite, donc ils examinaient les femmes, évidemment, ça montait. Ensuite, il a exclu des facteurs psychologiques externes. Par exemple, on pensait que le clocher du prêtre, quand il vient avec la petite cloche, parce que quand une femme mourait, on la sortait, et puis il partait avec la cloche, il sonnait la cloche. Et donc, il pensait que finalement, ça crée une angoisse chez les femmes, et donc à cause de ça, ils font la fièvre puerpérale. Donc il a exclu ça aussi. Ensuite, il a vu que des femmes qui accouchaient
dans la rue, qui accouchait dans la rue, avaient beaucoup moins de problèmes infectieux. Donc c'était, même à la limite, c'était mieux accoucher dans la rue que à l'hôpital à l'époque. Hein. Et ensuite, son copain, Kolečka, il s'est coupé, il a disséqué un cadavre, il s'est coupé le doigt. Et puis il a eu une infection généralisée, exactement pareille que la fièvre puerpérale. Donc là, ça tiquait dans son cerveau. Et ensuite, il a pensé que finalement, c'est un agent externe, quelque chose qui vient des cadavres. Et donc, il a mis au point une solution de chlore et de chaud et chlore, et qui est de l'eau de Javel, en fait. Et avec ça, chute brutale de la mortalité. Et ensuite, mais il y avait quand même un problème, et là, il était critiqué, parce que il y avait aussi des cas sans dissection, donc sans cadavre. Il y a par exemple des médecins qui avaient examiné des patients avec un cancer du col ou avec un genou infecté. Et donc après, ils ont examiné, ensuite ils ont examiné les femmes. Évidemment aussi, là, il y avait des agents infectieux, donc on l'avait critiqué, on l'avait dit, ça ne peut pas être ce que vous dites, c'est multifactoriel, il y a autre chose, etc. Ça ne peut pas être un agent. Et l'agent infectieux était le même, en fait. Donc voilà. Et ensuite, il a fait des expériences chez le lapin, où il a pris les exsudats des femmes, c'est-à-dire le liquide qui sortait, qui était infectieux, et il les a injectés chez les lapins. Donc pareil, et il a pu reproduire les symptômes. Voilà. Et ça, on appelle ça une preuve scientifique. Donc vous avez vu, là, par exemple, sur cette image-là, vous voyez très clairement, à partir du moment où il faisait le lavage des mains, boum, ben, ça chutait. Voilà. Maintenant, ce cas de Semmelweis était bien discuté par un philosophe de science qui s'appelle Hempel. Hempel, c'est un philosophe germanique, un Allemand de Berlin, mais qui est allé ensuite, évidemment, quand Hitler est arrivé, il est allé aux États-Unis, il est devenu professeur à Princeton. Et donc, il a justement étudié ce cas-là en détail. Et donc voilà ce qu'il a écrit, c'est juste pour illustrer. Mais quand il analyse ce cas, donc, c'est ce qu'on voit. Premièrement, il élimine par une observation très simple, donc des faits, des choses. Il élimine que le problème d'alimentation, surpeuplement au niveau des maternités, rayonnement cosmique, cause atmosphérique, etc., etc. Donc ça, psychologique aussi, il a tout éliminé. Et ensuite, il a fait une approche qu'on appelle interventionniste. C'est ce que je vous ai dit avant. Il a essayé de bloquer le lien causal. Okay? Donc, quand on bloque ce lien causal, il a vu, boum, j'ai finalement sa chute, etc. Et donc, il y a très certainement un lien de cause à effet là. Donc, il y a une chose importante, il y a en logique, il y a un modus qui est indiqué là et qui dit si cette hypothèse est vraie, donc le test et les implications donc de ce test-là donc doit être vrai aussi, mais si
si cette implication dans le test n'est pas vraie, à ce moment-là, l'hypothèse H n'est pas vraie. Okay? Donc, ce modus, c'est dans la réfutation. Donc, la vérité est dans la réfutation. C'est-à-dire, on peut exclure avec cela des hypothèses. Mais quand on fait le contraire, on arrive à l'erreur affirmer le conséquent. C'est-à-dire, on essaie de chercher des arguments qui renforcent son hypothèse. Et donc, on peut tout trouver. Hein. Il y a par exemple là, si hypothèse est vraie, à ce moment-là, les implications des tests sont vraies aussi. Les implications du test sont vraies, donc l'hypothèse est vraie. Mais c'est faux. Parce que dans les implications des tests, il peut y avoir une multitude d'implications, et pas seulement une. Et donc on va arriver à une erreur d'affirmer le conséquent, et ça veut dire que le principe de vérification seul n'est pas suffisant et peut conduire à renforcer une hypothèse fausse. Donc ça, c'est vraiment très important en sciences. Il faut faire très attention les expériences qu'on fait, parce que souvent, les expériences sont faites pour renforcer une hypothèse et pas pour la déprouver, pour la refuter. Pardon. Et donc, le Semmelweis, il se place dans le réseau nomologique des évidences cumulatives. Vous avez, c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est exactement, disons, ce qu'il a fait et qui illustre très très bien ce qu'il a fait. Maintenant, au niveau de la causalité chez Semmelweis, au départ, son idée était monocausale, c'est-à-dire il pensait que seuls les cadavres donc avaient cette substance septique qui peut être transmise. Mais ensuite, étant donné qu'il y a les autres, il y a eu d'autres incidents comme le cancer du col et les autres, et puis inflammation septique du genou. Donc au départ, il y a eu des doutes, et les gens, les autres obstétriciens, ils ont dit mais son histoire, ça tient absolument pas debout. Mais ensuite, il a dit ok, peut-être il y a plusieurs causes, mais il s'est finalement rebattu sur une cause unique, qu'il y a un agent septique qui existe dans les trois situations. Donc voilà, et ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il a déterminé les liens causaux a priori, en fait, avec juste donc en observation et en réfléchissant. Et ensuite, il a fait ce qu'on appelle une intervention, donc une inférence, pour donc exclure des facteurs et pour ensuite faire aussi expérience animale pour renforcer l'hypothèse. Donc, lui était très, très attaqué dans le passé avec tout le monde, il croyait que c'était... Et puis il est tombé à l'oubli, il était redécouvert à la fin du 19e. Voilà, et donc au début du 20e. Donc il ne faut jamais rejeter la pensée hétérodoxe, mais attention, qu'il y a quand même, la science peut dériver dans certains cas, et il faut faire attention quand même à ça. Et il y a des exemples, ça. Voilà, donc maintenant le Covid. Donc premièrement, il y a des affirmations de la compréhension de maladie. Le Covid est une maladie pulmonaire. Ensuite, le Covid est devenu une maladie systémique qui affecte le poumon, le système circulatoire, le cœur et les reins, le cerveau.
donc vous voyez là le changement des choses. Après, affirmation utilisant des équipements de protection, le masque ne sont pas utiles car ça ne bloque pas les particules. Les masques sont utiles car ceux qui le portent protègent les autres. Le masque sont utiles parce qu'ils protègent également le porteur. Surtout les FFP2. Il y en a dans la salle. Et donc, après affirmation de l'origine de la maladie, au début c'était clair, c'est le marché à Wuhan. On n'a pas trouvé intermédiaire, on a pensé c'est le pangolin. Ensuite, le marché alimentaire de Wuhan ne peut pas être à l'origine. Ensuite, l'espèce intermédiaire n'a pas être identifiée, mais ça peut être le furet ou autre chose. Aucune preuve. Le Covid est une fuite, est causé par une fuite de laboratoire. Et une fuite n'est pas exclue. Voilà, donc vous voyez, mais là-dedans, surtout au niveau de la cause, vous allez voir, il y a des intérêts externes et politiques qui vont justement, et idéologiques, qui vont justement altérer la vérité et finalement hydroxychloroquine. Donc hydroxychloroquine, très poussée par Raut pendant 6 mois et évidemment la preuve était faite que ça ne marche absolument pas. Donc la preuve c'était répliquée par X laboratoires, X hôpitaux, donc ça ne marche pas et donc c'était un gros bide. Maintenant, donc pour le Covid, ce qu'on a, il y a quand même la vérité solidifiée que Covid est dû à un agent qui est le SARS-CoV et ça se fixe sur des récepteurs de surface qui sont ACE2. Donc ça c'est établi et ça c'est sûr. Et donc le SARS-CoV utilise sa protéine de pointe pour pénétrer dans les cellules. Donc ça, on le sait, c'est établi sûr. Maintenant, ce qui n'est pas sûr, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'affirmations de la vérité qui ont changé en fonction du savoir actuel et qui évoluent. Et les affirmations aussi changent en fonction des pressions sociétales. Il y a par exemple la Chine, donc pour ne pas la nommer, et cette association américaine EcoHealth Alliance, qui est par Daszak, qui d'ailleurs ne fait pas lui-même des expériences, mais il est payé quand même par des fonds américains, en partie, qui les sous-traitent après avec la Chine. Donc c'était très clair que pour eux, une explication de fuite de laboratoire très dangereux et puis on peut pas, donc tout a été fait pour empêcher je dirais un examen neutre de ce fait. Évidemment, plein de scientifiques sont plutôt pour c'est-à-dire que ça vienne d'un animal intermédiaire. Il y a des arguments pour, mais il y a des arguments aussi contre. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, les effets secondaires au niveau du vaccin. Donc, il y avait un effet qui était la thrombocytopénie induite grâce à la vaccination, mais risque extrêmement faible. Mais on a le mécanisme. Donc, le mécanisme, ça veut dire IBE, donc l'inférence de la meilleure explication. Parce qu'on sait qu'il y a une protéine qui s'appelle donc PF4. Il y a des anticorps anti-PF4 qui ont été mis en évidence et que ça entraîne une activation plaquettaire. Donc des plaquettes, c'est des petits
fragments qui sont très importants au niveau hémostase, c'est-à-dire au niveau sanguin, et qui après vont entraîner une chute des plaquettes et peuvent entraîner après une thrombose. Et donc le problème au niveau de la causalité, la stabilité causale est relativement faible parce que le signal est relativement faible, parce que la sensibilité du signal est assez proche du bruit de fond. Ensuite, il y a quand même le temps qui intervient, donc c'est entre 5 et 6 jours. Mais il y a des évidences contrefactuelles et une explication moléculaire. Donc voilà, donc même dans le cas où vous avez un signal faible, vous pouvez affirmer les choses. Donc établir un lien causal. Maintenant, au niveau du cancer. Le cancer, pour le faire simple, on peut classer en deux types des tumeurs liquides. C'est les leucémies et aiguës chroniques, par exemple. C'est-à-dire, c'est dans on appelle ça aussi les hémopathies. Et d'autre part, il y a des tumeurs solides. Donc, il y a les tumeurs solides qui ont seulement une invasion locale. C'est-à-dire, par exemple, le glioblastome, c'est une tumeur de cerveau qui pousse et qui envahit le cerveau, mais qui rarement donne des foyers à distance. Et après, il y a les métastases. Donc, c'est la deuxième classe. Et c'est des tumeurs qui vont un petit peu partout, dans tous les tissus, l'os, cerveau, etc., poumons, pour créer des foyers secondaires. Donc moi, j'ai travaillé, parce que je suis spécialiste au niveau du micro-environnement des tumeurs. Et là, c'est par exemple un article qu'on a publié dans lequel on a redéfini un petit peu le micro-environnement en tant qu'environnement dans la tumeur et environnement en dehors de la tumeur. Donc, dans la tumeur, il y a plein de choses. Il y a des cellules tumorales, bien sûr. Il y a des cellules inflammatoires. Il y a des cellules immunitaires. Il y a aussi des cellules de support, une matrice. Et tout ça va influencer la croissance de la tumeur de façon locale. Mais en même temps, il y a une régulation à distance. Donc, je ne vais pas insister sur ces détails maintenant. Maintenant, au niveau du lien causal, il y a deux théories. Il y a la SMT, ça s'appelle la Somatic Mutation Theory, c'est-à-dire ce qui arrive d'abord, c'est un changement dans la cellule tumorale. Et ensuite, ce changement de la cellule tumorale entraîne un changement du comportement de la cellule tumorale. Et l'environnement de la cellule tumorale est ensuite recruté, c'est-à-dire la cellule tumorale va prendre les vaisseaux, va prendre les cellules immunitaires, etc., et va faire de sorte que les conditions s'établissent pour qu'elle puisse se développer donc à son aisance. Donc, voilà. Mais donc ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est le TOFT, Tissue Organizing Field Theory. Donc c'est une théorie de tissu qui s'organise en champs. Mais c'est une théorie extrêmement étrange parce que ce qu'ils disent d'abord, c'est que ce qui compte, c'est la rupture de la structure du tissu. Et quand cette structure du tissu est rompue, à ce moment-là, il y a des mutations spontanées qui arrivent comme ça, qui normalement font rien, mais après la rupture du tissu, à ce moment-là, ça permet une expansion tumorale. Et ensuite, au niveau de la dissémination. Maintenant, le TOF, dans sa forme, je dirais dure, ce n'est pas acceptable pour les scientifiques, parce que c'est essentiellement aussi une théorie qui vient des philosophes, il ne vient pas des philosophes, mais qui est soutenue par les philosophes. Et généralement, moi je pense qu'il y a un mix entre les deux
deux théories-là, ils ne sont pas réellement antagonistes. Maintenant, il y a une scientifique vraiment très connue, Mina Bissell, qui a justement travaillé sur les influences du phénotype sur le génotype. Donc le phénotype, c'est tout ce qui apparaît autour de la cellule tumorale. Et le génotype, c'est le gène, c'est-à-dire ce qui va être altéré secondairement aux effets de l'environnement. D'accord ? Et donc ça vaut le coup de lire un petit peu ces travaux. Maintenant, si on compare les maladies infectieuses et cancer, on a au niveau causal, c'est essentiellement un monisme causal dans la maladie infectieuse. Dans le cancer, c'est le pluralisme causal. Le niveau causal dans la maladie infectieuse, c'est monocouche. Dans le cancer, c'est multicouche. C'est-à-dire il y a énormément de strates de causes, à la fois tumorales, à la fois environnementales. Et là, c'est la confusion parce qu'on ne sait pas trop qui est encore prédominant. Donc il y a plein de choses qui interviennent, très vraisemblablement d'une façon séquentielle, mais ce n'est pas encore vraiment très très clair au niveau causal. Ensuite, spécificité causale. Dans la maladie infectieuse, oui, mais dans le cancer, non. Même si vous prenez un seul cancer, comme le cancer du sein ou le cancer du cerveau, c'est le bordel. Hein. Ensuite, il y a ce qu'on appelle downwards causation en anglais, c'est-à-dire il y a des niveaux d'explication qui peuvent être des niveaux biochimiques, par exemple. On peut expliquer par des réactions biochimiques, etc. On peut l'expliquer aussi par une théorie informationnelle. Et on peut expliquer aussi par des contraintes physiques. Et ces niveaux-là, évidemment, ils peuvent interagir et vont interagir également. Hein. Donc, dans la maladie infectieuse, très peu, mais dans le cancer, oui, hein, c'est très clair. Après, les propriétés causales, c'est déterministique, donc c'est cause-effet, très clair. Et dans le cancer, c'est déterministique, mais aussi stochastique, c'est-à-dire c'est Lazare aussi qui intervient. Et après, le positionnement causal peut être fixe dans l'infectieux, mais au niveau du cancer, se modifie avec la progression tumorale. Donc finalement, ce qu'on a dans le cancer, c'est encore une compréhension qui ressemble à vraiment une peinture, donc du cubisme plutôt. C'est pas encore très clair, même s'il y a des avancées au niveau thérapeutique qui sont faites et qui sont importantes. Voilà, maintenant la vérité, pour en finir, donc je vais aller plus vite sur ça. La vérité 2.0, donc c'est finalement l'interaction entre science et société et la façon de laquelle la société demande de faire la science, aller en quelle direction elle doit aller. Évidemment, c'est vraiment très important parce que la société doit profiter des bienfaits de la science. Il y a des vaccins qui sont produits, il y a des traitements sur le cancer qui sont mis au point, etc., etc. Et donc, il y a un progrès qui va se traduire, en fin du compte, à un bénéfice, et doit se traduire donc à un bénéfice pour la société. Et donc, c'est normal que la société demande un retour de la science parce qu'elle finance la science. Donc c'est très clair, dans ce sens-là, la politique et la science sont très, très fortement liées. Mais à la différence qu'il peut y avoir une pénétration idéologique grâce à un activisme politique. L'exemple classique, ce qui s'est passé en Union soviétique avec l'affaire Lysenko,
Vavilov, qui était un généticien réputé à l'époque, qui a même travaillé aux États-Unis pendant un certain temps, mais qui est retourné en soviétique. Lui était mis en prison et puis il est mort en prison. Et Lysenko a dominé parce que pour lui, la génétique était secondaire. Tout ce qui était important, c'est l'environnement. Et puis avec cette idée-là, évidemment, il a induit une grande famine. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un imposteur, un grand imposteur idéologue qui justement était en phase avec l'idéologie du stalinisme. Mais il se passe quoi maintenant? Quand on regarde, là maintenant dans les sciences, il y a des grands journaux qui publient maintenant des articles de racisme systémique, par exemple. Évidemment, dans le passé, il y a eu du racisme systémique, c'est absolument clair. Il y a eu du racisme, etc. Mais dans le présent, la situation a quand même changé. Ensuite, il y a, comment elle s'appelle, Saini, c'est une journaliste scientifique qui a dit qu'il faut améliorer la science, mais il faut admettre qu'on n'est pas objectif. C'est vraiment, je trouve que c'est très bien, quoi. Pour dire, on n'est pas objectif. Évidemment, on a des biais, mais doit avoir l'intention d'être objectif et éliminer l'activité scientifique doit réduire ces biais. Et ensuite, il y a l'éditeur de Science, Holden Thorpe, eux, ils disent qu'il y a encore du racisme actuel, etc. Il faut réduire le racisme dans les sciences, ils sont coupables. Ensuite, il y a un plan antiraciste dans la génétique humaine. Ensuite, il y a l'importation de la théorie critique de la race en médecine. C'est promu par des journaux de tout premier ordre, Lancet, etc. Ensuite, il y a une autoflagellation pour des méfaits passés. On le sait, ce qui s'est passé dans les méfaits. Il y avait l'eugénisme et tout ça, mais il faut l'analyser ça dans le contexte historique et il faut avoir toutes les informations pour avoir une vue objective de ce qui s'est passé. Et surtout, Nature, journal le plus réputé en sciences, il fait une autoflagellation pour les méfaits passés, mais surtout présents. Donc ils disent que le racisme, il faut le détruire, etc., parce que la fréquence, par exemple, de Noirs ou de minorités, actuellement est plus faible. Quand on regarde aux États-Unis, c'est d'une explication. Une explication simple, elle est sociale. Elle est sociétale et sociale. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans une classe plus pauvre, etc., évidemment qu'ils n'ont pas accès souvent au niveau éducation, etc. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont réduit ça sur la race. Et ce n'est pas possible, parce que quand la race arrive, on est en danger. Et donc, après, il y a là maintenant, par exemple, un commentaire sur cet article de Nature, qui est, donc il y a un article de Nature en haut là, qui dit même que les participants, c'est-à-dire non seulement les participants la recherche ne concerne pas uniquement les participants dans l'étude, mais concerne aussi des gens qui ne participent absolument pas donc, à l'étude, mais qui sont en dehors de l'étude. Donc, éventuellement, la recherche que nous, on fait au niveau évolution, si ça peut avoir un effet négatif sur des gens qui se sont offensés par ce qu'on fait, par exemple, peut être par exemple aussi des créationnistes.
Les créationnistes peuvent dire, oui, mais donc vous adhérez au darwinisme classique, etc., mais le darwinisme, vous ne nous respectez pas. Voilà. Donc c'est vraiment, évidemment, les créationnistes s'y mettent aussi. Donc c'est à Seattle, le Creation Institute donc de Seattle, si je l'ai dit bien. Et donc là, par exemple, la science maintenant est responsable parce qu'ils critiquent l'évolution donc énormément. Ils disent que l'évolution c'est de la foutaise. Et donc ils utilisent la science finalement pour expliquer qu'un suprémaciste blanc a tué des gens. Et après, il y a dans la communication scientifique aussi qui doit être déblanchi parce que il y a trop de blancs là. Donc il y a ce qu'ils appellent white supremacist culture, c'est-à-dire que finalement tous les blancs sont suprémacistes, même si on a des blancs qui ne sont pas vraiment très blancs, etc. Parce que c'est réduit au fait racial. Même si vous êtes un noir, vous pouvez être ce qu'ils appellent un bounty, c'est-à-dire vous pouvez être noir dehors et blanc à l'intérieur. Donc voilà. Et donc, par exemple, là, un exemple scientifique, c'est que le racisme structurel et la discrimination entraînent des maladies rénales, parce qu'au niveau hypertension, crée un stress. Donc là, c'est vraiment un exemple d'un raisonnement approximatif. Il corrèle une vague idée avec une physiopathologie qui est très complexe et il dit que c'est dû à ça. Et ça, c'est sorti dans un journal scientifique. Donc c'est clair que avec ça, la science, elle fait pas. Les gens, ils doutent de la science après. Et après, il y a en neurosciences, il y a des prescriptions éthiques. Donc, il y a une neuroscientifique qui est d'ailleurs brillante, Danielle Bessette, avec sa sœur, qui est en fin du compte son frère maintenant. Elle dit que finalement, les citations des articles, quand on cite des gens, on a un biais donc inconscient et on cite juste plus de blancs ou plus d'hommes blancs ou plus d'hommes noirs par rapport aux femmes noires, etc., etc. Et qu'il y a un biais finalement qui existe, et le biais, il est dû à quoi? Il est dû justement à la présence d'un biais racial et ethnique et sexuel. Donc voilà. Donc moi, quand je cite des articles scientifiques, je ne regarde pas les prénoms, je ne regarde pas les choses, je les cite, etc. Et il n'y a pas. Et évidemment, on peut expliquer le fait qu'il y a plus d'hommes pour l'instant qui sont cités, étant donné qu'il y a plus d'hommes blancs qui sont encore prédominants dans les sciences. Voilà. Et les femmes, maintenant, évidemment, ça vient aussi, les autres minorités aussi. Mais réduire cela au biais, au racisme, c'est quand même un peu étrange. Et ensuite, il y a maintenant les déclarations DI, c'est-à-dire Diversity, Equity, Inclusion. Donc maintenant, dans certains journaux, ils demandent ou ils vont demander que, après l'article, il faut inclure une espèce de paragraphe donc, dans lequel on justifie la façon de laquelle on contribue à la diversité, inclusion, équité. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la science. Et évidemment, ma science, elle peut contribuer secondairement.
à la justice sociale. Mais on n'a pas à dire dans un article scientifique ou autre, dans une conférence, que parce que votre article peut être rejeté grâce à ces critères-là. Et après, il y a la citation, donc la diversité de citations. Donc vous pouvez aussi faire un espèce on appelle ça en anglais statement, donc un paragraphe dans lequel vous justifiez votre citation, la façon de laquelle vous avez cité les articles. Pour moi, c'est dément. Et c'est sorti dans les grands journaux. Donc ensuite, il y a juste un autre exemple, on va aller vite, hein, et puis après on discute. Il y a Anna Krylov, qui est une chimiste très réputée, très célèbre, je la connais bien, et qui a un article qui a été cité et lu par des milliers de personnes, dans lequel elle clairement dit qu'il faut arrêter cette intrusion des faits sociaux dans la science. Il faut laisser la science tranquille, il faut adhérer plutôt aux principes classiques, donc de Merton, et si on ne le fait pas, ça va aller en vrille. Et après, il y a eu un journaliste scientifique qui s'appelle Philip Ball, et qui se repose sur une historienne de sciences qui s'appelle Oreske, dans lequel elle dit il y a quelque chose d'assez étrange, parce que là, c'est dit, si on n'avoue pas et si on ne met pas ses biais et ses convictions et ses préconceptions à ce moment-là, et ses idéologies, dans la recherche, à ce moment-là, on ment. C'est très, très, très étrange. Et j'ai défendu donc Krylov, j'ai écrit pas mal de choses pour la défendre. C'est vraiment très important. Et après, il y a Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, c'est un psychologue social. Et Jonathan Haidt est très important parce que justement, il a très récemment appliqué les fiduciary duties, c'est-à-dire c'est les devoirs de comment on dit, le devoir de confiance. C'est ce qu'un professeur doit faire. À la fois, il a un devoir de confiance envers ses étudiants pour les bien mener, je dirais indépendant de ses propres convictions. Donc, il ne va pas, si c'est quelqu'un de l'extrême gauche, il ne va pas enseigner aux personnes les choses auxquelles il adhère sur le plan privé et politique. Voilà. Et après, au niveau de la science, c'est ce qu'on doit à la science, c'est la vérité. Voilà. Et donc, le problème, c'est que si on remplace le télos de la science, donc la science, c'est, par exemple, un couteau est là pour couper. Et la science est là pour la vérité, pour trouver au départ, pour se poser sur la vérité. Et ensuite, évidemment, peut avoir des objectifs secondaires comme amélioration, la justice sociale, etc., etc. Mais ce qui est d'abord, c'est la vérité, parce que sinon, on peut aussi proclamer des choses totalement insensées, donc à faire, quoi, appliquer. Hein. Voilà, et donc on a les origines, évidemment, sont dans les théories critiques de la race, etc., qui sont allées sur les universités, sur les GAFAM et le Big Capital. Et ensuite aussi, il y a évidemment les philosophes postmodernes, théorie queer, ainsi de suite. Et il y a un amplificateur, c'est les médias.
C'est essentiellement un gros amplificateur. Et moi, j'appelle ça capitalo-marxisme racialisé et genré, quoi. Donc c'est vraiment assez fort, mais c'est exactement ça. Et donc le gros problème, il est là. Et donc je pense qu'il faut adhérer, réactiver les kudos, donc, et faire une épistémologie réellement qui est plus orientée donc, à la vérité, donc au lieu de cette épistémologie critique qui rejette objectivité, etc. Voilà. Et on avait écrit un article avec 2 prix Nobel, 5 académiciens américains de sciences, beaucoup de scientifiques de tout premier niveau. Donc il y a des auteurs vraiment extrêmement réputés. Et on a envoyé dans un journal de tout premier point et ils l'ont rejeté. Parce qu'on a défendu le mérite dans les sciences, on aussi promouvoir la diversité. Parce qu'on a fait les deux, le mérite, la diversité, il faut les deux en même temps, quoi. Et ce qu'ils nous ont écrit là, les exemples les plus contestables sont des exemples que finalement il y a peu d'exemples de dire qu'il y a une discrimination actuelle dans les sciences dures. Ils disent que ce n'est pas vrai et ça contredit des recherches actuelles, ce qui n'est pas correct. Et ça je dirais, ça induit une... donc ça traite les minorités d'une façon extrêmement sévère, extrêmement dure. Voilà. Et ce qui n'est absolument pas vrai, d'ailleurs. Donc, en conclusion, 2 citations. Deux citations. Premièrement, donc, une de Bertrand Russell. Donc, la doctrine caractéristique des irrationalistes modernes, comme nous l'avons vu, est l'accent mis sur la volonté, le pouvoir par opposition à la pensée rationnelle et le sentiment, glorification du pouvoir, croyance en l'affirmation intuitive des propositions par opposition aux tests rigoureux, donc ça peut être observationnel ou inductif. Et l'autre, c'est dans Nature, en 87, en niant la vérité et la réalité, la science est réduite à un jeu inutile mais divertissant, un exercice dénué de sens, quoique exigeant, et un voyage sans destination, quoique agréable. Et donc ça, c'est des articles que vous pouvez lire. De toute façon, ça va être enregistré. Je peux aussi vous envoyer après, ceux qui veulent, aussi donc une partie du PowerPoint. Et après, il y a cette émission sur Semmelweis. Il y a à la fois les interviews et puis à la fois cette émission qui est vraiment, je pense, excellente. Après, moi, j'ai écrit un certain nombre d'articles, donc de grand public, à la fois en allemand, en français, en anglais. Moi, là, j'ai cité juste allemand et français. Donc, dans La Tribune, par exemple, c'est un très gros article. Et ensuite, je vous recommande ces livres-là, malheureusement encore en anglais. Donc, c'est La théorie de la réalité. C'est un philosophe très connu, Peter Godfrey Smith. The Book of Why, ça là, c'est vraiment remarquable, et La Constitution du savoir de Jonathan Rauch. Ça, c'est pas encore traduit, mais j'espère que ça va être traduit en français. Et après, juste pour vous dire, il y a un symposium auquel je suis invité en Israël le 10 janvier qui traite justement de tous ces aspects-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.